Bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire. Jean, je vous laisse la parole. Très bien. Euh, alors moi, je vais d'abord, puisque c'est mon rôle en tant que encore vice-président de l'Intercommunalité de France jusqu'au 14 octobre, qui verra le renouvellement des instances à Dunkerque. Et voilà Marie-Claude. Voilà, Marie-Claude est en ligne, donc on est au complet pour animer cette séquence. D'abord, je voudrais dire à tous ceux qui sont en ligne, les élus qui ont été élus ou réélus, d'abord les féliciter et puis leur dire que c'est surtout en pensant à eux qu'on a préparé ces webinaires essentiels. Celui de cet après-midi donc est animé par le pôle environnement qu'anime Carole avec Paul et Mathieu qui se présenteront tout à l'heure. Euh, Bah oui, parce qu'il faut réussir ce début de mandat. Je m'adresse aussi à tous les agents, hein, c'est-à-dire des DGS, les DGA et tous les chargés de mission qui allaient accompagner vos élus pour ces 6 ans, le rôle de l'association, parce que tout le monde doit le prendre en compte, c'est bien de contribuer au développement du mouvement intercommunal, puisqu'il y a un très beau mot qui nous résume ensemble, c'est qu'on coopère, c'est la coopération dans les territoires. Mais à l'échelle de notre association nationale, l'idée, c'est aussi de coopérer entre territoires et de faire que l'expérience des uns puisse devenir le cadre de l'action des autres, puisque c'est comme ça qu'on peut progresser. Et puis, je ne doute pas que vous allez constituer au fur et à mesure des années qui vont passer une nouvelle expérience qui renforcera. Et on a d'autant plus de besoin de faire cela que jamais, et je le dis comme un vieux, mais pas en grognon, que jamais un mandat n'a démarré dans des conditions aussi particulières que celui-ci, dans la mesure où c'est le mot crise un peu qui surplombe tout, puisqu'on est à la fois dans la crise climatique, qui veut dire entre guillemets aussi crise énergétique, mais on est également dans la crise démographique, hein, la France vieillit. Et si on rapproche aussi, c'est peut-être aussi une crise démocratique, la place des jeunes, notamment dans l'évolution de notre société, à prendre en compte. Et puis, s'y rajoute, sans que je parle de crise à chaque fois, la question des technologies, les questions de géopolitique. Et franchement, tout ça, ça a beaucoup d'influence sur nos territoires. Personne, même à Carcassonne, où Régis est président, personne ne peut se cacher derrière des remparts pour se dire qu'on va être protégé de ce qui se passe en dehors de nous. Et c'est donc tout ça qui est important. On est une association ouverte, donc on a besoin de dire aussi que c'est pour travailler ensemble et résister. Et dans cette introduction que je tenais à vous partager, pour moi, il y a deux mots qui vont emplir vos esprits dans les années qui viennent. Le premier, il est positif, c'est celui de la robustesse. Autrement dit, comment on va faire en sorte dans nos territoires, dans nos intercos, dans nos communes, faire en sorte qu'on puisse résister à toutes ces crises qu'on vient de citer. Parce qu'en fait, c'est ça la logique, c'est de se préparer. Quand on parlait que de changement climatique, on parlait d'adaptation, mais c'est plus que ça. Et la robustesse, en fait, c'est plus tout à fait ce qu'on a pu dire par le passé en disant qu'on allait faire des territoires performants et qu'on allait être meilleur que les autres ou meilleur que ce qu'on n'avait jamais fait. C'est beaucoup plus puissant que la performance. La robustesse, c'est être capable à la fois de se développer, puis surtout, encore une fois, d'avoir les capacités pour résister aux crises qu'on a citées. Et en face de ça, parce que c'est aussi l'enjeu, j'allais dire, la partie miroir, ben, il faut utiliser les mots comme ils sont. Nous avons des vulnérabilités, nos territoires, nos sociétés, et il faut en tenir compte. Et on va s'apercevoir dans le travail que vous allez faire pendant ce mandat qu'il y a un certain nombre d'exercices relevant de la planification qui vont ouvrir à ces deux aspects. Voilà, c'est comme ça qu'on vous prépare cette première séquence. Encore une fois, elle va durer 1 heure et demie. Je vous suggère de rester jusqu'à 15h30 parce que c'est rarement facile de rattraper quand on quitte avant la fin, puis de revenir. Je vais regarder le webinaire jusqu'à la fin. C'est pas si facile que ça. Donc, on va le faire de façon très dense. Autrement dit, on ne va pas évoquer tous les sujets, mais à cause de ça, on souhaite votre participation et votre attention. Vous avez bien entendu, votre participation et votre attention. La première partie, ce sera d'abord l'attention, puisqu'on va échanger sur 3 séquences. Et puis la participation, à chaque fois, on vous donnera l'occasion de réagir, d'interpeller ou de vous interpeller. Et peut-être aussi, ce ne sera pas une conclusion, mais de dire comment les choses vont continuer au sein d'Interco de France au moment d'octobre à Dunkerque, et puis surtout après dans l'organisation qui en est là. Voilà pour la présentation. Je vais quand même saluer les deux collègues qui sont là parce que j'ai félicité les élus, mais je vais en féliciter deux. Vous m'excuserez pour les autres qui sont en ligne, qui ne voient pas. Mais d'abord, Marie-Claude Barnet, qui a été réélue à la tête de la communauté de communes alors moi, je pense, je dis toujours Autun-Morvan pour faire C'est court. Grand Autunois Morvan, Ah oui, Grand Autunois, voilà, c'est ça. Jean. Voilà, ouais, donc voilà, c'est Grand Autunois Morvan.
Et puis Régis aussi qui a été réélu à Carcassonne. Voilà, donc ils vont avoir chacun un moment pour intervenir et donc faire part de leur expérience. Euh, Carole, puisque vous êtes à Paris, rue Joubert, là où sont les ressources de l'association, rapidement, vous nous dites un peu, parce que vous formez un trio formidable tous les trois. Je dis formidable parce que je travaille avec vous depuis de longs mois, parce qu'il y a des gens plus jeunes, mais Carole, vous étiez là, voilà, vous êtes la responsable du pôle environnement. Dites-nous un peu pour que tout le monde vous connaisse rapidement, parce que c'est vers vous que viendront après les sollicitations des adhérents, que ce soit les élus ou que ce soit les équipes qui travaillent avec les élus. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Jean. Donc, moi, je suis responsable du pôle environnement aménagement et plus particulièrement en charge des questions d'urbanisme et de mobilité. Mais sur les questions des thématiques qui concernent Paul et Mathieu, il faudra vous adresser directement à vous, sachant que on partage toutes les informations et toutes les sollicitations et le travail. Mathieu? Bonjour à tous, donc je m'appelle Mathieu Groussin et je suis conseiller sur les sujets habitat et sur les sujets énergie et PCAET. Et donc on a un rôle qui va être à la fois de représentation de l'intercommunalité auprès des pouvoirs publics. Donc on est beaucoup mobilisé là cette semaine sur le projet de loi de logement par exemple. Et puis après on a toute une partie qui est de la production de ressources. Sur le sujet des PCAET par exemple, on produit tous les ans un document qui fait un état des lieux. Donc le dernier est sorti il y a quelques mois. Il est consultable comme toutes nos ressources sur notre site internet. Donc voilà, on a un peu ces deux volets et je laisse la parole à mon collègue, à Paul. Bonjour à tous, donc Paul Clément, conseiller eau et déchets intercommunalité de France. Donc pour compléter aussi un petit peu ce qu'ont dit Carole et Mathieu, vous donner quelques actualités et vous montrer un petit peu ce qu'on fait sur les sujets eau et déchets en ce moment. Alors les sujets d'actualité au niveau législatif, par exemple, on a le projet de loi d'urgence agricole qui va avoir aussi un impact sur la ressource en eau, sur lequel l'intercommunalité de France est engagée. Sur les sujets des déchets, par exemple, vous avez pu voir dans l'actualité le retour aussi de ce que nous on appelle la fausse consigne, donc la consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et des canettes, sujet sur lequel l'association s'est investie à maintes et maintes reprises ces dernières années et nous continuons le combat aussi de ce côté-là. Du point de vue des publications, nous avons aussi produit de nombreuses choses ces dernières années, notamment beaucoup sur le modèle de financement des services publics environnementaux, en particulier sur l'eau, l'énergie et les déchets, et ce dans un contexte de sobriété. J'attire votre attention à ce sujet sur une dernière étude qui est sortie il y a quelques semaines, que nous avons coportée avec la Banque Postale, la SFIL et WWF, sur les leviers disponibles pour les collectivités pour financer les besoins d'investissement dans le service public de l'eau et de l'assainissement dans les années à venir. Alors sur l'urbanisme, nous, on parlera beaucoup de plan local d'urbanisme intercommunal, puisque cette ouverture de mandat, ce sera aussi l'occasion de se repositionner pour les communautés qui ne sont pas compétentes avec leur commune sur le transfert du PLUI avec l'intégration du ZAN, qui finalement a assez peu changé malgré les nombreux textes qui ont pu être déposés au Parlement. On parle également chez Intercommunalité de France du plan intercommunal de sauvegarde que les intercommunalités doivent avoir établi pour novembre 2026. On a publié une étude en début d'année. Et enfin, sur le sujet des mobilités, on travaille quand même sur l'accompagnement et de meilleures conditions de prise de compétences et d'exercice de compétences des mobilités pour les communautés de communes et pour l'ensemble de nos adhérents, donc des plus urbains aux plus ruraux. Et nous suivons le projet de loi pour le développement des transports. Je me permets un petit détail logistique. On vous demande, quand vous poserez des questions, de privilégier le chat et de rassembler vos questions à ce moment-là, et puis pour que nos intervenants puissent y répondre. Voilà, donc il me reste à vous dire un peu vous rappeler les trois séquences qui vont rythmer. La première, elle va concerner, on a fait court, on a coupé, on n'a pas tout mis, mais l'idée de la première, c'est d'évoquer la planification, puisqu'on a évoqué un moment de crise, donc puisqu'on est prévenu, autant agir, autant s'organiser, autant planifier. Donc on va faire ça, et en même temps de revenir un peu sur l'organisation de l'intercommunalité. Alors, Aurélie Rio aurait dû être avec nous, elle n'est pas là, je vais essayer de la remplacer le mieux possible. La deuxième séquence, c'est Marie-Claude qui va l'animer. Il s'agit de travailler autour des relations que l'Interco entretient avec les différents acteurs des territoires. Voilà. Et puis la troisième séquence, c'est Régis qui en aura la responsabilité, puisque on va parler notamment des financements des services publics, et ça concernant pas seulement l'eau, dont Régis est un spécialiste. Voilà, les trois séquences. À chaque fois, on va se laisser du temps pour traiter vos questions
et dans le chat si on peut y répondre, mais surtout en faire profiter tout le monde. Ce que je vous propose quand même, c'est de rappeler l'importance de cet exercice singulier qu'est la planification. D'abord, parce que le législateur nous a mis dans notre besace beaucoup de rendez-vous, quel que soit d'ailleurs le calendrier. Là, on est en 2026, donc il y aura des rendez-vous dans le prochain mandat. Un certain nombre d'obligations qui relèvent des normes classiques, hein, c'est certaines, et je vais commencer par celles qui sont les plus nouvelles, puisque on a vécu en matière d'énergie au cours du mandat précédent la première séquence de planification des zones d'accélération des énergies renouvelables. On n'oubliera pas que notre mandat se terminera, votre mandat, pardon, faut que je parle, moi, faut pas que je parle à votre place, c'est votre mandat se terminera quelques années avant un pic qui en France est un problème en matière d'énergie, puisqu'on a des équipements électronucléaires qui vont être progressivement remplacés. Mais bon, ça prend toujours du retard, donc on a la nécessité de continuer à faire des énergies renouvelables, qu'on le veuille ou pas. Et ça, aujourd'hui, les collectivités peuvent agir. L'environnement réglementaire a beaucoup changé, mais surtout aussi, le mode de production et de consommation a beaucoup changé. Donc là-dessus, ce qui était une nouveauté durant le mandat précédent, de planifier des zones où on allait faciliter le développement de certaines filières, ça n'a pas été tenu par tout le monde. Il faut rappeler quand même qu'on est à peine 55% des communes en France qui ont fait l'exercice. Mais vu la pression qu'on va avoir, et surtout, encore une fois, vu que la boîte à outils s'est améliorée pour dire on peut produire localement et consommer nous-mêmes notre propre électricité, ça vaut le coup d'y réfléchir. Donc ça, la date exacte de cette deuxième séquence, elle n'est pas totalement fixée, mais on sait que comme l'exercice doit être fait tous les 5 ans, il faudra y revenir. Ça, c'était la nouveauté. C'est presque secondaire quand on regarde tout ce qui relève notamment de l'urbanisme et de la planification traditionnelle, la planification urbaine et climatique. Alors, Carole l'a évoqué tout à l'heure, mais encore une fois, Carole, vous allez peut-être pouvoir un peu développer sur cette obligation de réaliser les plans locaux d'urbanisme intercommunal, parce qu'en fait, on n'a jamais lié cette question de l'urbanisme, de l'occupation des sols, à tout ce que ça voulait dire en termes de transition écologique. Or, pourtant, quand on touche à l'agriculture, on touche à l'énergie, à l'alimentation. Quand on touche à la construction, eh bien, on s'intéresse aussi à l'état du sol, qu'on conserve ou qu'on urbanise. On s'intéresse aussi aux continuités écologiques et on sait bien que dans la transition écologique aujourd'hui et énergétique, il y a un vrai problème avec le maintien de la biodiversité qui se dégrade fortement. Et ce ne sont pas les dernières alertes qui viennent au niveau national confirmer que nos puits de carbone, que sont nos forêts, sont en danger et perdent leur puissance. Autrement dit, on avait planifié des capacités à rejeter du carbone en se disant mais c'est pas grave parce qu'il y en a une partie quand même qui sera captée par la forêt. Puis on s'aperçoit aujourd'hui et toutes les études qui sortent au fur et à mesure et de plus en plus fortement indiquent que ces puits de carbone ne seront pas là, donc d'où l'obligation de se dire que dans la façon de traiter le sol, il faut qu'on garde ces puits de carbone et qu'on n'aille pas relâcher. Mais pour en revenir donc à cette question de la planification urbaine et climatique qui va se faire notamment à travers les SCOT et les PLU, peut-être rappeler, Carole, les obligations qui vont tomber sur tout le monde presque maintenant au cours de ce mandat. Merci Jean. Donc, il est prévu un transfert automatique du PLUI aux intercommunalités qui ne seraient pas encore compétentes pour le mois de juillet 2027, sauf à ce qu'il y ait une minorité de blocage. Donc, ce n'est pas une obligation de transférer, comme vous le savez. Ceci dit, Intercommunalité de France observe que les intercommunalités sont compétentes sur des thématiques, notamment les thématiques environnementales, qui sont décisives pour les questions d'urbanisme et de transition écologique et qu'elles trouvent leur place dans l'aménagement et que le PLU intercommunal est aussi le moyen de faire le lien entre ces différentes thématiques, que ce soit l'habitat, que ce soit la mobilité. Alors, c'est un exercice très ancien en réalité quand on planifie le territoire que de faire attention à la sobriété foncière puisque toutes les règles du Code de l'urbanisme sont écrites en disant on ne peut consommer d'espace, c'est le principe du règlement national d'urbanisme, on ne peut consommer d'espace que si on a un projet de territoire qui nous permet de justifier d'un besoin de consommation d'espace. Et ce projet de territoire et l'accueil des habitants qu'il va permettre et des activités qu'il va permettre, il doit se faire au regard des ressources qui existent sur le territoire et notamment l'eau. Donc en fait, c'est un exercice très ancien qu'on connaît bien, mais qu'on fait des fois peut-être de façon un peu rapide,
sur la question, par exemple, des diagnostics. Et un des éléments qu'on avait souhaité porter dans les documents, les essentiels, hein, qui ont été établis par l'Association pour l'accueil des nouveaux élus, c'est de dire, on a l'habitude de faire des diagnostics prospectifs, c'est l'objet des diagnostics. Les élus connaissent très bien leur territoire, leurs techniciens aussi, mais ce qu'il faut arriver peut-être à conforter encore davantage, c'est le caractère prospectif et savoir que le risque, on l'a vu là par exemple avec la canicule, le risque qu'on connaît aujourd'hui, il va changer. Des territoires qui n'étaient pas exposés au risque incendie le sont, le seront davantage. La question de l'eau, que ce soit une question de quantité ou de qualité, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les décisions qui sont prises dans les documents d'urbanisme, ce sont des questions qui vont avoir un impact sur les prochaines décennies et qu'il faut arriver à évaluer le projet de territoire, ce qu'il permet d'accueillir et la cohérence avec les ressources qui seront disponibles dans 20, 30 ans, que ce soit le sol, que ce soit l'eau, que ce soit l'énergie. Donc, ce sera aussi un sujet qui sera traité à la Convention de Dunkerque cet automne. C'est planifier et diriger dans un monde qui bouge. Alors, pour donner un exemple et un peu croiser ce que Régis vous dira en fin de séquence, mais on va parler gros sous carrément. Je vous donne l'exemple. Alors, comme ce n'était pas moi qui étais censé intervenir, je vais quand même faire de la pub pour Groupe Grand Angoulême, dont j'ai été le vice-président. On a fait un double exercice de planification urbaine et climatique, puisqu'on a fait un SCOT qui va les plans climat et également un PLUI qui vaut déplacement schéma des mobilités. Et on voit en fait que quand on veut travailler, par exemple, sur la préservation des zones humides, notamment pour éviter de cartographier de l'urbanisation à des endroits où il y avait des zones humides qui avaient potentiellement disparu. Qui ont fait. On a dépensé plus de 200 000 euros sur le 1,7 million d'études qu'on a fait. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, 1,7 million, ça veut dire on a dépensé grosso modo 12 euros par habitant pour ces études. C'est, excusez-moi, il y a le téléphone en même temps. Euh, le, le, le fait de planifier, donc de faire ce travail de planification urbaine et climatique, c'est pas gratuit, quoi. Aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire. Et donc, ça, je vous le dis tout de suite, en début de mandat, il vaut mieux il vaut mieux que ce soit planifié. Sinon, après, il y aura un manque et des risques, puisqu'on a pu faire dans le passé de bons exercices de trame verte et bleue en faisant travailler le milieu naturaliste, etc., pour annoncer ça. Mais les zones humides, on ne les décrète pas comme ça. Il y a un vrai travail de cabinet à faire. Il y a le travail aussi que nous, on avait fait faire par nos agents en matière d'exploration des sols. On a fait plusieurs milliers de sondages de plus ou moins grande importance. Tout ça pour dire que cette façon de procéder dans une vision globale, ben, je vous dis encore une fois, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez vous adresser aux collègues et aux services de Grand Angoulême pour vous dire dans quelles conditions cette double planification a pu se faire et a permis de traiter tous les aspects, puisque encore une fois, quand on parle comment dire, de zonage, on sait aussi qu'on va favoriser un certain nombre d'espèces ou au contraire, on va défavoriser des continuités écologiques. Donc ça vaut le coup d'être attentif à ça. Et pour en finir sur cette question que j'évoquais tout à l'heure sur la forêt, pour bien aussi avoir conscience qu'aujourd'hui, on a une vraie difficulté qu'on n'avait pas au début de mandat, mais qui est réelle maintenant. Je vous disais tout à l'heure, la disparition des puits de carbone, mais elle est liée aussi au fait que, on en parlera sur une autre thématique, mais pas forcément beaucoup aujourd'hui, sur la chaleur urbaine à traiter pour faire en sorte qu'on consomme moins de fossiles. Ben, le bois pour remplacer le gaz et le fuel, oui, ok, mais pas dans n'importe quelle condition, parce qu'en fait, on a besoin de garder ces puits de carbone. Et on a besoin de garder aussi des milieux vivants qui peuvent accueillir toutes les espèces, les milieux aussi bien végétal que animal. Et donc là-dessus, l'urbanisation, la protection des haies, le maintien des haies, ben, ça s'inscrit dans un PLUI notamment. Donc c'est un vrai travail intéressant, mais ça peut aussi motiver les habitants parce que là aussi, on peut investir dans les uns et les autres, investir à travers non pas des cagnottes litchi, mais des formes de participation dans le reboisement ou dans le maintien des boisements de façon à garder ça. Donc c'est pour ça que la planification, ce n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est aussi un exercice qui fait participer les citoyens. Et de ce point de vue-là, encore une fois, on a d'autres exemples que Grand Angoulême, hein. Il ne faudra pas vous contenter de ce seul exemple-là, il y en a d'autres, où on a pu voir que les adhérents d'Interco de France sont capables aussi d'aller en profondeur en préparant le futur sur cette question-là. Je voudrais, je ne sais pas si Régis, tu avais prévu d'en parler, mais peut-être que c'est le moment aussi, parce que c'est la question du fameux PGSE, c'est comme ça qu'on dit, le plan je ne me rappelle jamais des initiales, comment? PGRE, le PTGE. Non, celui qui va nous obliger rapidement à nous organiser autour de la prévention de la qualité de l'eau.
le plan de gestion de sécurité, voilà, j'y arrive, et sanitaire des eaux, parce que c'est aussi un nouvel exercice. On va devoir le faire, si j'ai bien compris. Je parle parce que comme Aurélie n'est pas là, donc j'essaie de me retrouver tout sur ce qu'elle aurait pu vous dire, sur le fait que c'est d'ici 2027 qu'il faudra faire cet exercice. Et donc là, si je saute là-dessus, c'est parce que la planification urbaine, elle nous dit aussi de la manière dont on peut préserver les captages. Elle nous dit aussi de la façon dont on va être soumis à des nouvelles demandes sociales et réglementaires en matière de qualité de l'eau, parce que maintenant, on n'a pas démarré le mandat avec les PFAS, hein, mais on le termine avec. Et puis, ils ne vont pas disparaître puisqu'ils sont éternels. Donc, on a vraiment des questions à se poser. Et le zonage, il permet aussi de faire ça. Donc, il y a un certain nombre de collectivités qui ont pris un certain nombre de dispositions là-dessus. On ne va pas s'attarder parce que c'est un sujet qui est très vaste, mais l'équipe d'Interco pourra vous en parler, parce qu'on a travaillé avec des collègues de l'Est, des Ardennes et ailleurs pour faire en sorte de voir comment on pouvait financer des prestations pour services environnementaux. Donc voilà. Je ne sais pas si on parle maintenant, Régis, sur ce point-là, sur le PGSS, ou on le mettra plus tard. Oui, c'est ce que je dois entendre. Comme ton micro n'est pas branché, je vois à tes lèvres que… Pardon, excusez-moi, oui, oui. Il vaut mieux que D'accord. j'en parlerai après. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Voilà. Il y a un autre point dans la planification, mais qui est un point singulier par rapport à nos intercos, mais ça nous interpelle et Marie-Claude en parlera peut-être sur les enjeux de liaison qu'on a avec les différents niveaux d'administration territoriale. Ce sont les déchets. Bon, les intercos sont responsables depuis maintenant plusieurs années ont la compétence déchets. On va même dire qu'en conseil communautaire, ça devrait être maintenant un peu partout le seul débat fiscal, ce serait le montant du taux de taxes ou des redevances, parce que finalement, on n'a plus grand-chose à débattre en matière de fiscalité. Donc, il y a un enjeu encore qui nous lie aux citoyens, ce sont les déchets ménagers. Et donc, là-dessus, les plans de gestion des déchets ménagers et assimilés, alors, ça nous concerne quand on a toute la compétence, hein. On n'est pas très nombreux en France à avoir la compétence collecte et traitement. Il n'y a que les grosses structures qui peuvent le faire. Donc, on est dans la coopération avec des syndicats plus grands, des fois départementaux ou même interdépartementaux. Et ça fait partie quand même des exercices qu'on va devoir faire, même si, encore une fois, et Paul pourra vous en dire plus là-dessus, même si, encore une fois, le cadre national qui nous est fixé nous fixe plus de contraintes que d'opportunités, au sens où aujourd'hui, on veut nous faire des choses que la loi n'a pas réussi à établir vis-à-vis des producteurs et des metteurs sur le marché, par exemple, ou même que les administrations nationales n'arrivent pas à faire respecter. Et là, on peut parler de la loi AGEC qui devait permettre de réduire notamment les plastiques. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on s'apprête plutôt à dire aux collectivités, bah, vous allez bouleverser votre système de collecte en soutenant la mise en place de la collecte des bouteilles plastiques pour faire du soi-disant recyclage, alors qu'on le fait très bien. Donc cette question des plans départementaux de gestion des déchets ménagers, ça va être aussi un endroit à investir. Et nul doute que à peu près chez tous nos adhérents, on a des vice-présidents ou vice-présidentes qui sont aux déchets, mais ça fait partie aussi de la planification qu'il faut faire et surtout qu'il faut entretenir, parce que quand on voit la performance que ça donne, quand on a des résultats, et excusez-moi encore une fois de citer Grand Angoulême, mais je le dis quand même, la mise en place d'une distribution, d'une collecte des déchets non triés dans des sacs transparents est une expérience fantastique qui a été réalisée à l'échelle du département, mais aussi dans l'agglo. On voit que ce qu'on avait toujours imaginé sur des redevances incitatives, etc., ça marche encore mieux quand on ne change pas la fiscalité, mais quand on dit aux gens, voilà, vous allez mettre ça dans les sacs plastiques transparents, et donc on ne se cache plus, on peut même voir ce que font les voisins. Il y a une forme de pression. Les psychos, les gens de la formation des sciences sociales disent que ça s'appelle un nudge. Vous savez, celui prend une disposition qui fait changer le comportement. Moi, je suis très content d'avoir vu ça en Charente. D'abord parce que les nudges, en général, ont donné toujours comme exemple le fait de mettre des fausses mouches sur les urinoirs pour pas que les hommes pissent à côté. Donc, en visant la mouche, c'est ça un peu leur côté chasseur. On faisait que les gens, il y avait pas, ça ne salissait pas les salles où il y avait des urinoirs. Mais aujourd'hui, on peut citer un autre nudge, autrement dit une disposition qui permet de changer le comportement sans que ça soit un rabâchage de messages, etc. Eh bien, sac transparent pour la collecte, ça marche. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette question-là. Quant aux expériences de fiscalité sur les redevances incitatives ou pas, on a aussi un certain nombre de collègues qui pourront là-dessus, avec lesquels vous pourrez échanger. L'équipe a les références pour ça. On va peut-être passer un peu de temps quand même sur les plans climat, parce que là aussi, ça, c'est en train de changer. Mathieu, c'est vous qui nous en parlez un petit peu ou pas là, de la façon dont on dit les choses maintenant? Les futurs plans climat air territorial, ils vont se passer comment?
Oui, il y a quelques changements à venir. Alors peut-être le premier il sera sur la partie diagnostic où on va avoir bientôt l'inscription de la trajectoire d'adaptation au changement climatique qui va être inscrite dans le Code de l'environnement et qui va devoir être prise comme trajectoire de référence dans les diagnostics des plans climat, sauf à pouvoir prouver avoir des données qui soient plus solides que celles de la TRAC qui se basent sur des données de Météo France. Donc c'est déjà une première évolution dans la partie diagnostic. Ensuite, dans la partie de la planification vraiment pure, on a l'intégration de plans locaux de chaleur et de froid qui est en vigueur depuis décembre dernier. Le CEREMA a produit un guide à cette attention que vous pouvez retrouver sur leur site ou sur notre site internet aussi. On l'a relayé. Donc voilà, une nouvelle aussi planification qui sera obligatoire pour certaines intercos, pas toutes. Enfin, on peut citer sur la question du financement aussi quelques évolutions avec la création l'année dernière d'un fonds territorial climat qui était une partie du fonds vert qui était fléchée spécifiquement pour le financement des PCAET, qui était reconduite cette année avec un budget un peu moins élevé. Et voilà, et pour laquelle Intercommunalité de France avait beaucoup travaillé parce que c'est une mesure du fonds vert qui vient déroger aux principes, je dirais, classiques du fonds vert, qui sont un contrôle a priori assez fort avec des dossiers assez complexes. Là, on avait la chance d'avoir un contrôle qui soit a posteriori, donc de l'engagement des dépenses, et donc plus de dossiers lourds à monter pour obtenir ces financements. Ça avait très bien fonctionné l'an dernier. Et voilà, on regardera en fin d'année le résultat aussi, mais voilà, on a ces petits changements et on a produit là aussi des documents. Donc celui dont je vous parlais, le focus sur le PCAET de 2025 qui est sorti en mars, voilà, que vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet. Mais voilà pour les principales évolutions du PCAET. Bien, alors, puisque la première séquence, on avait décidé de parler un peu de tout ce qui est planification, je voudrais terminer sur un dernier point qui boucle avec l'introduction que je vous ai faite sur les risques et les crises, pour parler de quelque chose qui n'a pas été très développé dans le mandat précédent, mais qui va devenir quand même de plus en plus devenir d'actualité. D'abord parce qu'on sait bien que quand il y a des crises, il y a des événements, et quand il y a des événements, il y a j'allais dire, une réaction j'allais dire, de la société civile, parce qu'en fait, on parle de sécurité civile, mais on s'en fait de ça. Donc, on peut aussi évoquer rapidement, si ça vous intéresse, les plans intercommunaux de sauvegarde qui se font aussi avec les plans communaux de sauvegarde. Si vous êtes maire, si vous êtes élu dans vos communes, vous avez peut-être fait cela, mais aujourd'hui, il s'agit vraiment de combiner, de réduire les risques en faisant en sorte que tous les aléas qu'on peut connaître, qui sont en général des phénomènes d'origine naturelle, mais qui peuvent venir aussi de la technologie. On a vu quand même des fois des enjeux sans à remonter au phénomène Céveso ou à AZF. On a vu que ça pouvait impacter le territoire local et qui portait donc sur les personnes, des enjeux sur les personnes, sur les animaux, mais aussi sur les biens et surtout l'environnement naturel qui pouvaient être affectés par ces phénomènes d'origine naturelle ou technologique. Donc, ces risques-là doivent être couverts. L'idée, c'est de faire en sorte de transformer ces risques en scénarios. Donc, c'est un travail aussi qui demande à mobiliser la collectivité locale. Alors, si j'insiste là-dessus, dans ces fameux PICS, c'est qu'en général, les communes n'ont pas toujours les moyens, surtout qu'elles sont petites, de faire ce travail-là. Et donc, les intercos seront vraisemblablement sollicités dans les temps qui viennent, parce que finalement, on va avoir de plus en plus de situations de ce type-là. Et malheureusement, pas seulement quand un train déraille, parce que finalement, c'est plutôt sécure, le transport ferroviaire, mais malheureusement, on voit bien quand même qu'il y a des phénomènes. On est dans les incendies aujourd'hui déjà, mais il y en aura d'autres sans doute. Donc voilà balayer rapidement les questions dont Aurélie aurait pu vous parler. Elle n'est pas là, j'en suis désolé pour vous. Encore une fois, sur cette question de la planification, sur la façon d'entrer dans le mandat, voilà ce qu'on pouvait dire sur les exercices qui vont forcément arriver. Alors évidemment, on sait tous que vous avez plein de projets, que vous êtes prêts, chaud, vous avez déjà réfléchi à tout ce qu'il faut faire en matière de nouveaux services, de nouveaux équipements. Mais on tenait aussi à vous dire que sur la méthode, jamais l'interco n'a été aussi soumise, mais aussi peut-être volontaire, pour faire en sorte de prévoir à l'avance. Et je voudrais juste terminer par cette phrase de Saint-Exupéry qui dit une chose très simple. Il dit tu n'as pas à prévoir l'avenir, tu n'as pas à le prévoir. Ce n'est que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir.
tu dois le rendre possible. Et c'est sans doute ça le plus important qu'on doit avoir en tête parce qu'on ne va pas faire d'exercice. D'abord parce que l'industrie de la boule en cristal, je ne sais pas si elle fonctionne encore en France, mais je ne suis pas sûr qu'il reste beaucoup de cristallerie. Mais en fait, c'est plus dans la préparation et dans l'organisation des services et des politiques qu'on peut s'en sortir. D'où notre idée de vous avoir lancé dans la tête, en commençant ce webinaire, tous les exercices de planification qui pouvaient être faits. Alors maintenant, parce que moi je vais retrouver mon rôle maintenant d'animateur, parce que j'ai parlé beaucoup plus que ce qui était prévu, on va ouvrir l'échange pour que soit prolonger les interventions pour qualifier un peu mieux ce qui a pu être dit en termes de planification, soit interpeller, réagir, interroger. Voilà, c'est un peu à vous de jouer. C'est vous, Carole, qui surveillez le chat s'il y a des choses qui méritent d'être lancées, parce que je ne suis pas allé voir dessus, mais vous nous dites s'il y a déjà quelqu'un. Sinon, vous levez la main et puis vous y allez de façon à ce qu'on ne perde pas trop de temps. Allez-y. Pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat. On avait Ah bon? dit de essayer de... Non. Pas que je vois, ni de questions en suspens. Donc, pas de main levée pour le moment. Tout était limpide. Bon, c'est peut-être ce qu'on a réussi ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire de faire pas trop dense, parce que finalement, quand on rentre dans le détail, c'est quand même aussi ça qui est intéressant. On ne peut pas vous donner toutes les informations, mais j'en profite quand même pour rappeler que non seulement on a ces webinaires, on a aussi les publications Interco de France, on a aussi des rencontres régionales, donc tout ça, ça va continuer. Euh, Ça me permet de faire une petite page de pub comme ça avant d'entamer la deuxième séquence que Marie-Claude va animer pour rappeler que si vous êtes curieux, si vous voulez en savoir plus et si vous voulez avoir plus de temps qu'une heure et demie et surtout le faire dans un cadre de l'action locale, venez à Dunkerque, 14, 15 et 16 octobre. C'est le bord de mer. Puis maintenant que le changement climatique, c'est quasiment la Côte d'Azur. Donc, venez, tout est à disposition pour vous renseigner sur la façon de participer. On vous attend. J'ai fini la pub. Toujours pas de remarques ou de questions, ça veut dire qu'on continue, c'est ça? Sera-t-il possible de retrouver le webinaire? Oui, sur le site, oui. Oui. Bon, vous avez noté ce que j'en pense, ce genre de choses. Quand on a laissé passer l'occasion. Bon, je pense qu'il y a des gens qui regardent un match de foot quand ils l'ont raté, mais un webinaire, il faut en avoir envie. Bon, mais tant mieux s'il y en a qui veulent le faire. Ça peut se faire, ok. Marie-Claude, ça va être à toi, si voilà. Merci Jean. Bah, Donc bonjour à toutes et tous. Donc tout d'abord, bienvenue à ce webinaire Transition écologique, défis et leviers pour la résilience des territoires. Donc personnellement, je vais plus vous parler de la transition écologique sous l'angle habitat. Habituellement, on parle tout le temps de l'énergie, de la mobilité ou de la biodiversité. Mais là, le webinaire va être plus sur la question de l'habitat et comment, notamment pour que nos territoires soient attractifs au niveau économique et résidentiel, comment on fait pour que la personne, le cadre ou l'employé qui arrive sur un territoire puisse certes y travailler, avoir l'offre de santé, l'offre scolaire, mais aussi l'offre logement. Et je pense que l'ensemble des territoires et l'ensemble des élus, qu'ils soient communaux ou intercommunaux, et même à l'échelle nationale, on a vu que la question de l'habitat était très prégnante actuellement. On doit s'interroger sur cette question du logement et qui doit être un levier majeur d'adaptation de nos territoires et rénover le parc existant. On a parlé tout à l'heure du document d'urbanisme, du PLUI, et on sait qu'aujourd'hui, le zéro artificialisation nette fait que l'on va devoir plus regarder comment on rénove le parc existant que on fasse de l'étalement urbain et la limitation de la consommation d'espace est quelque chose d'important, mais malgré tout, on doit redonner une certaine attractivité à nos communes, à nos centres-bourgs, à nos centres-villes, et puis améliorer bien sûr le confort de nos habitants qui contribuent pleinement à la résilience de nos territoires, et que ce soit en période hivernale ou en période actuellement de grosse chaleur. On sait tout l'intérêt d'avoir un logement confortable pour faire face à ces périodes, notamment de canicule. Donc c'est dans cette logique que notre intercommunalité, le Grand Autunois-Morvan, avec Autun, notre ville-centre, 13 500 habitants au nord-ouest du département de Saône-et-Loire,
qui s'étale sur 55 communes, 1200 km², hein, c'est avec 28 habitants au kilomètre carré, avec un habitat diffus. C'est avec tout ce contexte et tous ces enjeux qu'on s'est dit, il faut qu'on travaille sur l'habitat, qui est une compétence stratégique pour notre territoire et comme je l'ai dit, pour beaucoup de territoires en France. Donc le premier point, on a fait un constat et on a regardé, suite à ce constat, quels étaient les enjeux et les stratégies, les directions qu'on devait prendre. Donc, sur notre intercommunalité, il y a près de 24 000 logements, dont 73% sont des résidences principales et nous avons 15% de résidences secondaires. Contrairement à d'autres territoires beaucoup plus tendus, le Grand Autunois-Morvan, donc en Saône-et-Loire, a un taux de vacances de 13%. C'est relativement élevé, hein, à l'échelle de notre intercommunalité. Et pour notre ville-centre Autun, ça s'évalue jusqu'à 17%. Donc on a, comme l'a dit Jean, comme c'est le cas malheureusement sur notre pays, on a une baisse démographique qui est conjuguée donc au vieillissement de notre population. Et là, aujourd'hui, sur notre territoire, on a un habitant sur trois qui a plus de 60 ans. Et on a une diminution permanente du nombre de personnes par ménage. Et aujourd'hui, on a une moyenne de 1,9 habitants, personnes par ménage, par logement. Et puis, notre parc ancien représente près d'un tiers des résidences principales et notre parc ancien date d'avant 1919. Donc, on a de l'ancien plutôt très, très vieux, hein, du 20e siècle et qui a besoin d'être rénové. Après ces constats, donc j'invite moi, tous les présidents d'interco, tous ceux et celles qui veulent s'intéresser à cette politique de l'habitat, de pouvoir faire un plan local de l'habitat intercommunal. Nous, c'est ce qu'on avait fait en 2020, et puis faire une évaluation de ce plan local de l'habitat et essayer de bien mesurer l'évolution de ces critères et de voir comment la taille des ménages, comment l'habitat dégradé est rénové. Et je crois que c'est aussi comme ça qu'on réussit notre politique publique, en sachant que depuis quelques années, plusieurs communes s'étaient déjà mobilisées pour mettre en place la taxe sur les logements vacants, pour faire que les habitants propriétaires de biens qui étaient un peu à l'abandon puissent s'interroger sur ce devenir de ces logements. Est-ce qu'ils le vendent? Est-ce qu'ils le rénovent pour le louer? Et ça nous a permis aussi d'avoir une photographie à un instant T de l'ensemble des logements vacants. Et c'est pour ça que je vous ai donné ces chiffres. Et là, dernièrement, au conseil communautaire, vous savez que la loi a changé et donc on doit redélibérer sur la mise en place de cette taxe sur les logements vacants. Et c'est à l'échelle de la communauté de communes qu'on a mis en place cette taxe qui va s'appliquer sur l'ensemble du territoire du Grand Autunois-Morvan, sur les 55 communes. Et donc le taux peut aller jusqu'à 50%. Et nous avons donc voté un taux à 25%. Et je vous dirai dans quelques mois quel effet cette taxe sur l'ensemble des communes pourra avoir et quelles vont être les conséquences, notamment sur la vente peut-être de quelques biens dus à la mise en place de cette taxe de manière uniforme. Marie-Claude, je peux te couper Oui, une seconde, dis-moi. une question sur ce sujet-là. On parle Oui, bien donc de taxe sur les logements vacants, c'est-à-dire oui. une ressource financière qui finalement ne revient pas vers nos territoires, à la différence comment dire, de la La taxe taxe de d'habitation pour séjour. la taxe, non, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. C'est Oui, bien en ça? sachant qu'il y aura quand même une partie, alors on n'a pas pu la mesurer parce que comme toutes les communes n'avaient pas instauré la taxe sur les logements vacants, donc mais il y aura quand même une partie qui reviendra à l'intercommunalité dans D'accord. tous les cas de figure de par la modification législative. Et ce qu'on s'est dit, et c'est la communication qu'on fera auprès de l'ensemble de nos administrés, c'est un peu comme la taxe de séjour, on Mhm. souhaite que cette taxe soit fléchée D'accord. sur la rénovation parce qu'on a différents dispositifs et je pense qu'il faut vraiment être transparent par rapport à nos Mhm. contribuables. Il faut leur dire, voilà, il y a cette taxe, ça nous a permis de faire telle et telle action.
Et l'objectif, c'est bien la rénovation de notre parc, qu'il soit un parc locatif ou un parc de propriétaires privés. Et nous avons été territoire pilote pour la sobriété foncière parce que notre document d'urbanisme intercommunal est en cours de finalisation. Il a été arrêté. L'enquête publique va débuter début septembre. Et là, quelque chose aussi d'intéressant, on a pu travailler avec notre cabinet qui nous accompagne sur le plan local d'urbanisme intercommunal sur pas que les dents creuses, une réflexion sur notamment les bourgs-centres pour voir sur les places publiques, sur les lieux où il y a des marchés, mais où il y a des zones, on va dire, inoccupées, de voir comment on pouvait se réapproprier ce terrain et peut-être soit construire une halle de marché ou autre, mais comment on pouvait se réapproprier cet endroit sans, et en évitant l'étalement urbain et puis faire que ces polarités, ces centres-villes soient plus attractives. Et je trouve que c'est un exercice très enrichissant, en plus bien sûr de l'exercice sur la sobriété de manière plus globale qui a été porté sur la plupart de nos communes. Mais je voulais le signaler parce que parfois, même dans les zones plus denses, on ne pense pas que certains parkings ou certains endroits un peu en délaissés pourraient faire l'objet d'une requalification et d'une nouvelle destination. Nous avons aussi, par ailleurs, donc travaillé, comme je l'ai dit, sur l'adaptation de notre logement aux besoins d'aujourd'hui, que ce soit en période d'hiver ou en période d'été. Et je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à garantir le confort et qu'on sensibilise, hein, les collectivités, on est là pour ça, pour accompagner nos habitants sur l'amélioration de leur performance énergétique. C'est quelque chose qui nous semble primordial en cette période. Et sur le bâti ancien, on a quand même aussi tout l'enjeu du site patrimonial remarquable. Pour celles et ceux qui connaissent Autun, on a plus de 50 bâtiments, monuments qui sont inscrits, qui sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Et de ce fait, ça pose parfois question aux propriétaires car les surcoûts sont là. L'architecte des bâtiments de France sollicite des aménagements, des rénovations de telle et telle manière. Et parfois, c'est aussi un frein à la rénovation de ces bâtiments qui sont classés et qu'il faut isoler. Et là, on a souvent quelques contraintes un peu compliquées. Nous avons travaillé aussi sur les matériaux biosourcés. On a voulu aussi privilégier avec nos entreprises locales ce partenariat pour que les entreprises se qualifient et qu'elles puissent utiliser donc des matériaux biosourcés pour lutter contre le mal logement, pour notamment tous ces habitats et qui sont plutôt insalubres. Notre politique locale, comme dans beaucoup, je pense, d'intercommunalités, pour répondre à ces enjeux, on a articulé plusieurs outils. Le premier, depuis maintenant plus d'un mandat, on a mis en place une opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain, une OPA-RU, qui est déployée sur le centre-ville d'Autun. Elle était prévue pour 5 années et grâce au préfet du département de Saône-et-Loire, on a pu avoir une prorogation d'un an, donc elle court jusqu'à septembre prochain et nos administrés qui vont s'inscrire dans cette OPA auront 3 années pour réaliser leurs travaux. Et vous parliez tout à l'heure des partenaires. Moi, je le dis, hein, même si on a des bonnes envies de bien travailler sur la rénovation, si on n'a plus le soutien de l'ANA, si on n'a plus le soutien des départements, d'Action Logement, de la Banque des Territoires, de Procivis, hein, qui est une filiale du Crédit Agricole qui permet aux propriétaires d'avoir donc une avance de trésorerie avant d'obtenir le financement et des subventions pour lui permettre de payer les entreprises, c'est quelque chose d'important. Puis aussi des communes. Je pense que sans tous ces partenaires, ce serait très difficile de pouvoir accompagner les propriétaires occupants comme les propriétaires bailleurs dans leurs projets de rénovation. Donc, je crois qu'il faut vraiment signifier et souligner ce point en sachant que, je le dis, je pense que si on veut que cette politique soit réussie, on avait rencontré lors du congrès des maires avec quelques membres d'intercommunalité de France, dont le premier vice-président, le ministre, Monsieur Jean Brun, et on lui avait déjà fait part du fait qu'il fallait que cette politique publique et ces subventions soient pérennisées au moins sur 3 ans, parce qu'aujourd'hui, on le voit, le stop and go
permanents, que ce soit sur MaPrimeRénov' ou sur on est éligible ou on n'est pas éligible, sont des freins pour le développement et pour la mise en place de projets structurants pour la rénovation de notre bâti. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on porte tous ensemble, en sachant que nous, les intercommunalités comme les communes, on peut bonifier les accompagnements financiers, et notamment lorsque les matériaux biosourcés et sans lien avec les transitions sont employés dans ces rénovations. Sachez que pour nos territoires aussi, je le dis, ces OPA-RU, toutes ces mesures que l'on prend ont un impact financier parce que c'est des millions d'euros qui sont donc distribués en aide et des millions d'euros de travaux qui permettent donc aux entreprises locales, aux artisans d'avoir un carnet de travaux et de vie signé complet. C'est quelque chose d'important, c'est un cercle vertueux que je pense qu'il faut bien mettre en avant. Et puis, je pense qu'on est plusieurs territoires en France à avoir cette problématique avec ce bâti ancien classé. Et donc, l'architecte des bâtiments de France, parfois, nous dit, ce bâti, même s'il est très dégradé, ne pourra pas faire l'objet d'une destruction. Et là, on a mis en place depuis l'année dernière une opération de restauration immobilière pour une ORI qui est déclarée d'utilité publique qui porte sur plusieurs immeubles, hein, sur Autun. Il y a 5 immeubles qui sont vacants, dégradés, situés en cœur de ville, mais qui ne peuvent pas faire l'objet de démolition. Et donc là, on est sur cette opération coercitive, bien sûr portée par l'intercommunalité, mais en partenariat avec la ville d'Autun, parce que on a délibéré de manière concordante entre la ville et la communauté de communes. Si la procédure va à son terme et que la communauté de communes devient propriétaire de ce bâti, ce sera donc la ville qui en fera son affaire et qui rétrocédera après, vous savez, les travaux hors d'eau, hors d'air pour que ce bien retrouve une vocation soit en location, soit en acquisition. J'ai parlé tout à l'heure de la prime France Rénov'. On a mis en place un pacte territorial France Rénov'. Je vous cache pas que c'était à l'été dernier, donc en pleine période d'arrêt de cette politique au niveau national, où on nous a dit que a priori il y avait beaucoup de fraude, mais malgré tout, je pense qu'on connaît toutes et tous des personnes qui avaient des dossiers tout à fait corrects et où il n'y avait pas eu de fraude et qui ont dû attendre pour avoir ce financement. Et c'est quelque chose qui est quand même dommageable que la fraude et que les personnes qui sont pas, on va dire, honnêtes soient écartées du dispositif. Oui, mais j'ai trouvé un peu dommage que tout le monde puisse donc avoir cette contrainte et qu'on ait perdu quand même plusieurs mois sur ce pacte territorial France Rénov'. Et nous, en Grand Autunois Morvan, je voulais partager notre expérience. On a mis en place les 3 volets. On a souhaité donc informer, conseiller et orienter nos habitants. Et puis animer bien sûr le territoire avec différentes réunions sur la ville-centre, mais aussi dans les polarités. Et on a voulu ajouter le 3e volet qui est l'accompagnement, on va dire, personnalisé, qu'il soit technique, administratif des ménages pour leur demande de subvention. Parce qu'on voit trop souvent des ménages qui, lorsque ils se sont lancés dans la procédure de rénovation, ont des grandes difficultés pour obtenir leur paiement. Et là, on a voulu les accompagner, on va dire, pas à pas, pour qu'ils soient accompagnés jusqu'au versement de leur subvention. Et sachez que c'est très apprécié. C'est certes un coût supplémentaire pour la collectivité, mais le résultat est là. Et c'est quelque chose que je tenais à partager parce que sur le département de Saône-et-Loire, je crois qu'il y a peut-être une autre intercommunalité, mais on est très peu à avoir mis ce volet 3 de l'accompagnement technique et administratif pour les demandes de subvention. La convention qu'on a signée, je donne quand même quelques chiffres hein, pour celles et ceux qui n'ont pas encore lancé de pacte territorial. Sur notre territoire, c'est plus de 3 millions d'euros, dont 2 746 000 euros qui sont apportés par l'ANA, donc c'est loin d'être négligeable, 360 000 euros par notre intercommunalité pour le reste à charge et 120 000 euros prévisionnels d'aide aux travaux. Et en partenariat avec les communes, celles qui le souhaitent peuvent délibérer pour abonder
environ à peu près de moitié, hein, la somme que la Comcom a mis. Et donc, du coup, ça montre le partenariat commune-intercommunalité sur la question de l'habitat. Et plus de la moitié de nos communes ont déjà répondu favorablement à cette contribution communale pour leur administrer et pour leur permettre donc d'avoir un habitat et un logement plus décent. On s'appuie donc sur les partenaires, hein, je pense qu'il faut aussi le rappeler, sur le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, le CAUE. On s'appuie aussi sur l'Agence départementale d'information sur le logement. On s'appuie aussi sur une association qui s'appelle Elle, qui adapte les logements à la perte d'autonomie. Et puis notre opérateur qui est agréé par l'ANA dans le cadre du marché public, c'est Urbanisme, avec lequel on travaille, on va dire, en partenariat, qui fait des permanences régulières et où on arrive à bien, on va dire, collaborer pour permettre donc à nos habitants d'avoir donc un accompagnement, on va dire, très personnalisé. Les principaux enseignements qu'on peut tirer de cette expérience est que le dispositif réglementaire et financier, c'est indispensable, quel qu'il soit, mais il ne suffit pas. À mon point de vue, la réussite de nos politiques publiques d'habitat repose avant tout sur l'animation territoriale. Et là aussi, il faut aller vers l'habitant. On fait des permanences dans les communes, dans les établissements France Service. Et puis, il faut instaurer une relation de confiance. Aujourd'hui, vous comme moi, on est appelé régulièrement pour rénover notre habitat, pour mettre des panneaux solaires. Et aujourd'hui, je pense que le fait qu'une collectivité connue et reconnue de tous, en appui avec la commune, nos administrés ont confiance dans leurs maires, ils ont confiance dans leurs élus de proximité. Et on n'a rien à vendre, c'est gratuit. Ça leur permet d'avoir une opinion, un avis sur leur projet de manière objective. Et ça, on a des retours très positifs de nos habitants qui nous disent, ben, on sait que vous n'allez pas nous faire signer une isolation à 1 euro et parfois qu'elle n'est pas forcément concluante. Donc là, ils ont bien compris que c'était des professionnels en appui, bien sûr, avec les services de l'État et que c'était vraiment pour eux quelque chose de fiable et dans lequel ils ont confiance et qu'ils peuvent se poser toutes les questions qu'ils souhaitent avant de s'engager dans ces rénovations qui sont quand même relativement élevées en coût et en reste à charge malgré tout. Et je le dis, hein, le frein aussi, c'est parfois le reste à charge avec des administrés, soit qui sont à la retraite, soit qui travaillent, mais qui parfois nous disent, on attend un peu, on a vu les devis, mais aujourd'hui, on n'est pas en capacité de porter le reste à charge. Ça, malheureusement, c'est quelque chose d'assez fréquent. Par ailleurs, donc, on a travaillé sur des ateliers thématiques. Alors, parce que parfois, les gens n'osent pas aller quand même dans nos permanences. Et par exemple, là, je vais vous donner l'exemple de ce qu'on a fait, qui est vraiment dans l'air du temps et on l'avait pas forcément prévu ainsi. On a réalisé cette semaine, c'était hier, un atelier d'information qui était organisé près des personnes sur le confort d'été sans climatisation. Donc, des solutions pour limiter la surchauffe dans les habitations pendant la période estivale. Et donc, on a donné des conseils simples et pratiques, des bons gestes, le choix des isolants, des matériaux, des végétaux et d'autres astuces pour avoir moins chaud dans son habitation. Et là, par rapport aussi aux matériaux biosourcés qui doivent être du chanvre de qualité, maintenant la laine de bois, enfin, il y a des produits naturels qui, on sait, sont très performants. Donc, sachez que cet atelier, bien sûr, vu la période, a été très fructueux et je pense que, je vous le dis, chers collègues, je pense que c'est bien aussi de faire ces ateliers pour ben, que nos habitants sachent les bons gestes utiles dans leur quotidien et ça va après, on a pu discuter avec eux sur leur rénovation énergétique de leur habitat via cet atelier qui a drainé énormément de monde. Donc, comme je vous l'ai dit, on va jusqu'au paiement des subventions. Le CAUE, la DIL, pour nous, ont été aussi de grands soutiens. Et puis enfin, en tant que vice-présidente du bailleur social OPAC sur le département de Saône-et-Loire, je pense qu'il faut accorder une place très particulière aux logements sociaux, enfin au logement social,
La transition écologique, elle passe aussi par l'habitat collectif et on doit travailler de concert avec eux, que ce soit la communauté de communes ou la ville d'Autun. Nous avons donc travaillé avec eux, avec le bailleur social OPAC, qui est le principal bailleur sur notre territoire, pour que on puisse réhabiliter, rénover donc plusieurs logements, plusieurs quartiers. Et là, récemment, on a donc participé à hauteur de 180 000 euros, la communauté de communes, 180 000 euros, la ville d'Autun, sur la période 2025-2027, pour un programme de réhabilitation conduit par l'OPAC. Vous connaissez les conditions aujourd'hui financières des bailleurs sociaux et on sait qu'ils n'ont pas les moyens de porter seuls et ils nous le disent, si les collectivités, les EPCI ne sont pas à leur côté, ils ne feront pas de rénovation. Et donc, leur programme aussi de l'OPAC, c'est plus de 5 millions d'euros et ça permet une rénovation énergétique de 96 logements. Donc, l'étiquette va passer de C à B. Et donc, c'est important pour les locataires d'avoir bien sûr aussi des logements plus confortables, des consommations d'énergie réduites et surtout maîtriser les charges et puis d'avoir un pouvoir d'achat de ce fait qui augmente un petit peu, notamment avec le coût des énergies fossiles. Et puis, enfin, on a travaillé aussi, même si ça sort un petit peu du cadre, avec les entreprises du territoire sur des zones d'activité économique pour de l'autoconsommation collective, donc partenariat public-privé avec bien sûr les collectivités, communes, intercommunalités, les entrepreneurs qui ont parfois des hangars de stockage relativement importants, qui ont pu mettre du photovoltaïque sur leur toiture et qui ont permis donc que la production d'électricité puisse servir aux bâtiments publics, mais aussi à la moyenne surface, donc hypermarché et autres. Donc ça aussi, il faut qu'on arrive à encore développer le partenariat public-privé pour que on soit en souveraineté énergétique sur nos territoires. Enfin, nos perspectives pour donc le mandat qui s'ouvre. On a donc réalisé l'évaluation finale et on est en cours de l'OPA-RU. On poursuit l'animation de l'opération de restauration immobilière et puis le PAC territorial France Rénov qui arrive aujourd'hui à mi-parcours. On va engager donc une évaluation sur notre plan local de l'habitat intercommunal à l'horizon 2028. Et là, ça va nous permettre d'avoir un dialogue avec notre projet de territoire qui doit se réécrire en début de mandat avec nos partenaires pour construire donc une stratégie partagée par rapport aux besoins de nos populations et par rapport aussi à l'arrivée de nouvelles populations en lien avec l'enjeu économique et de stabilité de la population. Nous, ce qui nous semble important en conclusion, il y a deux conditions pour que la politique locale de l'habitat soit la plus réussie possible. C'est la première, je l'ai déjà dit dans mes propos, c'est la stabilité des financements de l'Agence nationale de l'habitat. Il faut qu'on ait donc cette stabilité, les changements de dispositifs aussi qui se succèdent. Il faut qu'on ait un dispositif simple et qui soit plus pérenne parce que autrement les ménages ne savent plus bien, ça les déstabilise. Idem pour les entreprises qui, elles aussi, veulent connaître les conditions d'aide pour établir leur devis. Et puis l'engagement des collectivités dans une période où l'argent public se raréfie, il faut qu'on puisse, dans notre programme pluriannuel d'investissement, avoir une visibilité sur quelle somme on attribue à cette politique de rénovation de l'habitat en sachant que c'est une politique qui est de moyen et long terme et il faut bien le mandat, voire plus, parce que là, je vois l'OPA-RU, on l'a porté sur un mandat, elle se termine sur ce mandat et on sait que les résultats, c'est pas du jour au lendemain. Et il y a souvent beaucoup de réflexions. Et puis enfin, la seconde, on va dire condition, c'est la publication du cadre réglementaire des conventions d'utilité sociale pour construire une CUS, une convention d'utilité sociale de troisième génération avec nos bailleurs sociaux et l'État, les départements et nos intercommunalités. Il faut qu'on fixe pour nos 6 prochaines années, là, notre mandat, une trajectoire ambitieuse de rénovation énergétique du parc social. On en avait parlé au ministre Jean Brun. Je crois qu'il est important que là aussi, il y ait quelque chose de clair et que la feuille de route soit claire. Puis enfin, on sait que les transitions écologiques reposent sur des partenariats solides,
une action publique cohérente, bien sûr avec l'ensemble aussi des acteurs et puis de nos citoyens, et puis une vision inscrite dans un temps plus ou moins long, je dirais moyen et long terme. Et aujourd'hui, c'est dans cette démarche qu'on s'inscrit au niveau de l'intercommunalité pour que nous puissions, partenariat public-privé, travailler et sensibiliser, accompagner nos propriétaires dans ces démarches de rénovation et d'adaptation du logement au changement climatique notamment. Merci Marie-Claude. Alors, tu n'as pas beaucoup le temps de respirer parce qu'en fait, il y a deux questions qui t'attendent. Il y en a une qui vient de Marmande, donc la communauté Val-de-Garonne agglomération. C'est Frédéric Parisot qui en est le DGS. Vous êtes toujours DGA, pardon, Tout à Frédéric? fait. Oui, Bon, oui, alors, votre question pour Marie-Claude. bonjour à toutes Bonjour. et tous. Oui, nous, on a une démarche justement sur l'éco-construction, l'éco-rénovation. Et donc, on travaille avec les fédérations des artisans. Bâtiment? Et on Oui. voit qu'on a quand même pas mal de mal à la fois former et à la fois à faire accepter aussi ces nouveaux matériaux. Comment vous y êtes arrivé et comment, dans ce cas-là, vous vous assurez qu'il y ait une utilisation in situ de ces matériaux? Alors, je vous rejoins que c'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est pas si simple au quotidien. On avait déjà travaillé pour votre information avec notre CFA du bâtiment, avec les entreprises locales. Je peux en faire un petit, on dirait un petit mot. On avait accompagné pour qu'il y ait de nouveaux apprentis. À un moment donné, sur notre territoire, les bâtiments notamment, les entrepreneurs nous disaient on n'arrive plus à recruter des apprentis. Et de ce fait, on avait conventionné avec le CFA et les entrepreneurs et on donnait une somme, alors je me rappelle plus la somme, en début d'apprentissage et à la fin pour redynamiser l'apprentissage. Donc on a déjà travaillé avec eux sur ce point et lorsque on a fait ce travail, on avait donc déjà demandé à nos entreprises de se qualifier. C'était à l'époque une qualification Calibat, hein, si ma mémoire est bonne, cela il y a au moins 2 ou 3 mandats, hein, ce que je suis en train de vous parler. Et donc du coup, ils ont quand même pris l'habitude de travailler avec nous et de prendre, alors tous ne sont pas, on va dire, avec donc des matériaux biosourcés et répondent à ces critères, en sachant que notre objectif, c'est que si on utilise des matériaux biosourcés, il y a plus de financement. Et là, on sent quand même que c'est un peu dans l'air du temps avec les circuits courts, la consommation locale. Beaucoup ont compris l'enjeu d'avoir des produits de qualité et plus naturels. Donc voilà, on a essayé de les rencontrer, de travailler avec eux, de travailler aussi avec leur filière. Et donc, bon an, mal an, ça commence à bien prendre forme. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est les réunir, leur présenter, nous on les a réunis à maintes reprises pour leur présenter les dispositifs qu'on avait mis en place sur notre territoire et les sensibiliser à ce que l'on souhaitait. Et certains ont fait des formations. On a aussi une plateforme de formation localement sur les matériaux, etc. Voilà, je pense que c'est tout un ensemble qu'il faut... qu'il faut, on va dire, structurer pour que ils s'inscrivent dans cette démarche en privilégiant les matériaux biosourcés. On D'accord. a une autre Merci. question qui vient de la communauté Cœur de Perche. C'est Monsieur Thierry Rabjot qui vous la pose. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, je Oui. vous entends. Oui, j'ai été très intéressé par les ateliers thématiques que vous aviez menés autour du Oui. confort d'été notamment. Et je voulais savoir qui animait ces ateliers et ce que vous aviez prévu comme autre thématique sur ces ateliers Oui, à venir. alors les ateliers, donc ils sont animés alors par la communauté de communes et par différents acteurs, hein, que ce soit le CAUE, ça dépend qui. Alors c'est tous les partenaires, hein, ça dépend. Là, attendez, je vais vous dire exactement. Je vais regarder. Donc là, les ateliers ils étaient animés bah, par le pôle habitat du Grand Autunois-Morvan et par le CAUE. On a aussi travaillé au niveau des ateliers sur aussi le froid. Comment faire pour pas perdre trop de calories en période hivernale. Aussi la question des volets, parce que parfois certains n'ont pas de volet et le volet sert aussi bien pour l'hiver que l'été.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en exergue. Et puis aussi, il y avait toutes les questions sur le chauffage. On a essayé aussi de travailler avec eux sur les modes de chauffage parce que parfois, certains mettent aussi des chauffages d'appoint et on est sur un territoire où il y a du radon. Et on leur a aussi démontré le bien fondé pour la santé et pour l'environnement de peut-être pas forcément utiliser ces modes de chauffage d'appoint et d'ouvrir malgré en période hivernale, hein, parce que là je vous parle de la période estivale, mais de faire attention aussi sur la qualité de l'air. On a travaillé aussi sur la qualité de l'air. Mais je peux envoyer D'accord. aussi aux Interco de France. Il est très bien fait là, le petit dépliant avec France Rénov, le Grand Autunois, confort d'été sans climatisation. Et c'était organisé près de chez eux, hein. C'était sur une polarité étant sur Aroul. Ça a été hier de 14h à 16h30 sur inscription. Et franchement, je vous le conseille parce que c'est très pratico-pratique et là, ça tombe à pic entre guillemets et les gens se sentent intéressés. Parfois, ils se disent, oh ben non, la rénovation de mon logement, j'ai pas forcément les moyens ou je vais pas le faire. Et ça, par contre, c'est très intuitif et ça, les gens sont tout de suite prêts à venir s'y inscrire et à apprendre des éléments. On avait aussi travaillé, alors on en a parlé tout à l'heure, sur l'eau. Sur comment fait-on pour économiser l'eau avec l'utilisation, vous savez, au bout des robinets, là, je cherche le nom. Les mousseurs. Voilà, exactement. Merci Jean. Et aussi pour permettre, notamment avec sa toiture, d'avoir une utilisation pour les toilettes ou pour les eaux non de consommation, des eaux de pluie. Enfin voilà, on essaye de donner envie à nos habitants de faire des économies, de retrouver un pouvoir d'achat et puis d'avoir une meilleure qualité de vie au quotidien. Mais si vous êtes intéressé, je peux transmettre aux Interco de France les différents ateliers. Si vous voulez, je peux vous envoyer ça On sans prend problème. Marie-Claude, hein. On prend même pas Merci. seulement pour Cœur de Perche, mais pour tout le monde, on va le faire. Entendu. Je Merci encore pour vais. ça. Je vais Oui, rajouter deux éléments pour souligner à combien le logement et l'habitat est une question indispensable à régler dans le mandat qui vient, ou à mieux régler que dans les mandats précédents. C'est une question de vivre ensemble. Et je voudrais pointer deux choses. D'abord, une revendication de l'Intercommunalité de France de faire en sorte que nous puissions devenir des autorités organisatrices de l'habitat, qui nous donneraient un pilotage de dispositifs nationaux qui aujourd'hui sont faits par plus souvent les administrations d'État et qui, on l'a vu sur ma prime rénov, sont pas satisfaisantes. Et deuxième point, rappelez quand même que Emmanuelle Vargon, quand elle était ministre du Logement, avait fait avancer une solution pour le financement du reste à charge qui s'appelle le prêt avant. Alors je me rappelle jamais si c'est prêt avant mutation ou avant rénovation, mais qui est toujours comment dire, dans les services de deux banques en France qui sont étaient volontaires dès le départ, c'est la Banque Postale et le Crédit Mutuel, et il semblerait que ce ne soit pas vraiment sollicité. Donc là-dessus, ça vaudrait le coup que si parmi vous, il y en a qui ont déjà tenté ça, ça a marché, qu'on en puisse en parler un peu mieux, parce que quand on a des outils financiers qui débloquent le reste à charge, notamment pour les personnes plutôt âgées qui ne veulent pas faire l'investissement, alors que finalement, ben, ce n'est pas grave, le banquier, il se récupérera au moment de l'héritage, hein, de la transmission, ou si c'est un plus jeune couple, s'ils quittent le logement pour aller habiter ailleurs, ben, au moment de la revente, l'opération sera close avec ce prêt avant mutation. Donc ça, il faudrait qu'on en reparle, on va suivre ça, mais encore une fois, le logement et l'habitat seront des questions qu'on va suivre de façon très conséquente dans le prochain mandat. Quand je dis on, vous allez suivre, forcément, ouais, c'est oui. ça. Par contre, Jean, je te rejoins complètement. Je fais partie des personnes qui prônent, je ne l'ai pas dit, et je l'avais noté, pour que les intercommunalités soient autorités organisatrices de l'habitat. Je pense que c'est le bon échelon. Et là, il faut qu'on se batte par rapport à ça. En plus, on a de l'ingénierie et on Mmh. a de l'accompagnement. Là, on parlait des matériaux biosourcés. On peut faire des partenariats, renforcer une mobilisation et une coopération entre tous les acteurs qui doivent nous permettre de réussir cette politique à l'échelle de nos intercommunalités. Et surtout, on a la confiance de nos citoyens, il faut le dire. Exactement. Et on a besoin de ça. Ben, encore une fois, Merci. merci Marie-Claude pour cette séquence autour de cette question des coopérations dans les territoires, autour notamment de l'habitat et du logement. Maintenant, c'est Carcassonne qui va nous éclairer. Alors, c'est quand même un monde, hein, parce qu'on va leur demander de faire pleuvoir les sous, alors que là-bas, c'est la sécheresse. Régis, excuse-moi de te lancer comme ça, mais ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait le dire, parce que tu as beaucoup bossé sur tous ces sujets. Mais donc, on te laisse la dernière demi-heure pour évoquer donc, cette question des financements. Allez, je vais essayer d'être synthétique pour laisser de part à l'échange. Bon, comme on a dit déjà, hein, le changement climatique,
il va reposer essentiellement sur les territoires aujourd'hui. Les intercos, bien sûr, on est en première ligne par rapport à tous ces effets du changement climatique, que ce soit sur l'eau, bien entendu, l'aménagement du territoire, l'habitat, que ce soit la gestion des risques avec les risques naturels, le trop d'eau, par exemple, les inondations, etc., que ce soit sur les productions d'énergie renouvelable, etc. On est en première ligne et nos compétences nous donnent une légitimité sur tous ces sujets. Mais avoir la légitimité, c'est une chose, avoir les moyens de porter, je dirais, ces projets en est une autre. Classiquement, on connaît tous les leviers que l'on a en notre main, les collectivités, bien évidemment la fiscalité locale, hein, mais on sait tous que la fiscalité locale aujourd'hui, c'est délicat d'y toucher, que ce soit bien sûr la taxe sur les propriétés bâties, mais aussi la TEOM, que ce soit le versement mobilité, la taxe GEMAPI pour ceux qui l'ont mise en place, etc. Donc, on a des leviers, mais on sait très bien que vu perte de pouvoir d'achat consécutive de nos concitoyens, c'est difficile de faire appel à ce levier de la fiscalité. On a bien sûr les tarifs et ce que payent donc, les usagers des services, les redevances, que ce soit pour l'eau, l'assainissement, les déchets pour ceux qui ont installé l'aréum, etc. Donc on a des recettes qui proviennent des usagers des services que l'on met en place. Et puis après, bien sûr, il y a la dette, l'emprunt, qui est aussi une solution, mais solution sur laquelle aussi il faut être prudent et y aller avec parcimonie, ne pas faire, je dirais, les mêmes erreurs et les errements qu'a fait l'État sur ces 30 dernières années. On a bien sûr dans les leviers, des leviers qui concernent nos partenaires, bien sûr. Donc, c'est tout ce qui est subventions et dotations. On connaît tout ça, le fonds vert, le fonds climat, la DETR, la DSIL, etc. Tout ça, on connaît tous, les appels à projets, que ce soit de l'ADEME, du CEREMA, etc. Même de l'Union européenne, où ça devient de plus en plus difficile d'aller capter des fonds. Mais on sait très bien qu'on peut aller chercher auprès de nos partenaires des accompagnements financiers. Mais ces accompagnements financiers suffiront-ils demain pour qu'on organise et qu'on finance tout ce qui doit être fait pour bien relever le défi du changement climatique? Aujourd'hui, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a eu quand même une baisse des dotations et des participations de l'État, hein, globalement. Si on regarde uniquement le fonds vert, par exemple, on voit que le fonds vert, c'est une variable d'ajustement du budget de l'État et donc ils font comme neige au soleil aujourd'hui, hein. Donc c'est assez difficile d'avoir de la visibilité sur plusieurs années concernant les accompagnements de l'État. Et parallèlement à ça, on a un besoin, je dirais, colossal et massif de réaliser des investissements, que ce soit pour l'eau, pour tout un tas de sujets. Moi, je vais vous donner, par exemple, hein, sur, un exemple sur l'eau. L'eau aujourd'hui, si on voulait à la fois rattraper le retard et être vertueux sur les politiques de l'eau que l'on mène dans nos intercommunalités, que ce soit pour le renouvellement des réseaux, que ce soit pour la qualité de l'eau, que ce soit pour la sécurisation d'approvisionnement de nos concitoyens, etc. Plusieurs études ont été faites, mais en gros, il faudrait ajouter tous les ans, rajouter 15 milliards d'euros par an pour arriver, je dirais, à financer tout ce qui doit être financé dans le cadre des politiques de l'eau que l'on doit mener. C'est colossal. Donc, comment aller chercher ces 15 milliards d'euros? On se dit c'est quasiment mission impossible, mais on se doit d'aller quand même essayer d'aller les trouver. Et non seulement il faut aller chercher, je dirais, des recettes supplémentaires, non seulement il faut aller chercher des marges de manœuvre dans nos budgets, mais en plus, par exemple, concernant l'eau, on a le sujet de la sobriété et de la protection de la ressource. Et donc, on a une équation qui est quasiment impossible à résoudre. Il faut consommer moins, donc vendre moins. Et si on vend moins de volume, bien, on aura moins de recettes. Et parallèlement à tout ça, bien investir beaucoup plus que ce que l'on a investi sur ces dernières années. Moi, aujourd'hui, je vous donnerai que juste quelques exemples, mais au niveau d'Interco de France, bon, on a essayé d'anticiper tous ces sujets.
On a essayé de donner des, euh, des outils, des boîtes à outils à nos collectivités adhérentes, mais je dirais que cette boîte à outils ne suffira pas. Il faut que l'État et je dirais tous les partenaires qui sont sur, par exemple, les politiques de l'eau soient partie prenante de ces sujets-là. C'est pour ça qu'il y a plus de 2 ans déjà, on a porté au niveau du gouvernement des propositions qui sont à la fois sur des aspects réglementaires qui concernent que ce soit les agences de bassin, l'État, etc., les agences de l'eau, sur, bien, par exemple, la protection des captages, par exemple, les déclarations de forage, pour qu'on sache effectivement la réalité des disponibilités que l'on a au niveau de l'eau, par exemple dans nos nappes phréatiques. Donc, il y a ce volet réglementaire qui est quand même important. On a un volet, je dirais, opérateur. Aujourd'hui, en France, la politique de l'eau, elle peut être menée en régie par certaines collectivités, elle peut être menée avec des délégations de services publics et des opérateurs qui sont parmi les meilleurs au monde aujourd'hui, hein, que ce soit Suez, Veolia ou autres. Mais je dirais traditionnellement, lorsque les collectivités qui faisaient appel à des opérateurs négociaient leur DSP, le seul souci de l'élu, c'était le prix. Il fallait que le prix de l'eau soit le plus bas possible pour que je montre à mes concitoyens que je suis un bon négociateur, que l'eau est pour moi, etc., etc. Aujourd'hui, la logique, elle doit être totalement différente. Le prix, pour moi, c'est plus la priorité. La priorité, c'est la performance. La performance à la fois sur la distribution, les réseaux, sur la protection de la ressource, sur la sobriété, les process industriels qu'on met en place sur nos territoires. Moi, je vais vous donner l'exemple de notre territoire, à Carcassonne, hein. Il y a un territoire qui est en difficulté et en stress hydrique important, puisqu'il pleut quand même un peu plus rarement qu'ailleurs. Et donc, on a pris le parti, donc dès 2017-18, de signer un contrat avec Suez pour non plus sur le prix, etc., mais sur la performance, la digitalisation, par exemple, des réseaux et, et, le, et la réparation et le renouvellement pour diminuer les fuites. Bilan des émissions, tous nos réseaux sont équipés de capteurs aujourd'hui, donc les fuites sont détectées à l'instant T, elles sont réparées, je dirais, quasiment dans l'heure. On a des compteurs intelligents quasiment partout, ce qui nous permet de détecter les fuites chez le particulier. Donc, avec des SMS, on prévient le particulier pour pas qu'il s'aperçoive 6 mois après qu'il a une fuite sur son réseau. Donc, là aussi, c'est des économies. Au bilan, aujourd'hui, sur le territoire de Carcassonne Agglo, on a 1 million de mètres cubes d'économie sur la ressource en eau tous les ans. On économise 1 million de mètres cubes. Mais quand bon, on a un prix, je dirais, moyen, en gros, sur la facture au assainissement compris entre 4,50 et 5 euros, vous voyez la perte que ça fait au niveau budgétaire. Et donc, il faut essayer de compenser. Alors, compenser comment? Bien sûr, c'est aller chercher bien sûr, des partenariats sur nos investissements avec l'Agence de l'eau, etc., et faire des partenariats vertueux sur tous les sujets dont je viens de vous parler, que ce soit la qualité de l'eau ou la qualité des réseaux, mais c'est aussi utiliser la boîte à outils de la tarification, c'est-à-dire la tarification, traditionnellement, elle était assise sur les volumes. Aujourd'hui, il y a possibilité de faire des tarifications saisonnières, de faire des tarifications. Alors nous, on a mis en place une tarification progressive, c'est-à-dire que les premiers mètres cubes, je dirais les mètres cubes essentiels, sont presque gratuits. Ils ne sont pas gratuits, mais presque gratuits. Mais par contre, dès qu'on dépasse, je dirais, la moyenne de consommation d'un ménage, eh bien évidemment, c'est beaucoup plus cher. Et donc, les gros consommateurs payent beaucoup plus, ce qui nous permet de les inciter, d'avoir une mesure incitative pour leur faire diminuer leur consommation. Mais tout ça, je dirais, ça ne résout, ça ne résout pas tous les problèmes, bien évidemment, hein. Il faut aussi embarquer notre population. Et embarquer notre population, c'est un peu la même chose que sur l'habitat, c'est les associer, leur faire prendre conscience de la réalité du changement climatique, de ce que cela comporte comme changement de comportement au quotidien. C'est les changements de comportement individuels aussi qui vont nous amener à faire des économies.
On l'a vu lorsque on avait peur de ne plus avoir d'électricité à l'hiver 2023, où je crois que on a su diminuer nos consommations tout en ayant des logements adaptés et chauds. Bien aujourd'hui, il faut faire pareil avec, par exemple, l'eau ou d'autres sujets. Et donc, embarquer la population, c'est les informer, leur procurer des mousseurs, comme disait Marie-Claude, par exemple, leur procurer des outils, je dirais, concrets chez eux pour économiser l'eau, et c'est les sensibiliser avec des campagnes de communication pour bien qu'ils aient un changement comportemental vis-à-vis de cette ressource-là, parce qu'il est essentiel que chacun puisse prendre conscience que l'eau est aujourd'hui très précieuse et qu'il faut essayer de l'économiser au maximum pour éviter de la gaspiller. Mais quoi qu'il arrive, moi, enfin, je le dis depuis un certain temps, il ne faut pas se leurrer, le prix de l'eau en France, quoi qu'on fasse, il sera en augmentation parce qu'on ne pourra pas réaliser les investissements qui sont devant nous sans moyens et sans augmenter le prix de l'eau. Et pour vous donner un ordre de comparaison, aujourd'hui, la facture d'eau dans le budget d'un ménage, c'est entre 0,7 et 0,8% du budget d'un ménage. La facture télécom, c'est-à-dire téléphone, etc., c'est 3 à 4% du budget du ménage. Donc, où est l'action la plus utile? Est-ce qu'elle est d'avoir de l'eau pour vivre ou d'avoir un téléphone pour regarder les réseaux sociaux? Moi, je ne me pose plus la question. Je préfère faire des économies d'eau et faire une action sur l'eau que sur les réseaux sociaux. Donc, Monsieur Ravjo, qui est chef de projet territorial d'un Cœur de Perche, là, qui est intervenu tout à l'heure, a laissé une question sur le chat, c'est comment vous valorisez les bons résultats, enfin les efforts? comment on les valorise par rapport à qui? Ah bah écoutez, Monsieur Ravjo, vous pouvez prendre la parole, si comme ça vous allez préciser votre question. Votre micro n'est pas ouvert, hein. Vous nous entendez? Oui, allez-y. Je trouvais très intéressant les exemples que vous mentionniez et je me demandais comment vous valorisiez ces bonnes pratiques auprès de la population. Alors, les valoriser, on ne fait pas de chèque, on ne valorise pas, hein. C'est nous valoriser. Par exemple, le fait qu'ils aient des compteurs intelligents et qu'ils puissent détecter les fuites, qu'on puisse détecter les fuites chez eux immédiatement, ça a un impact direct sur la facture. Parce qu'à l'époque, il y a quelques années, la facture, c'était tous les 6 mois, avec un relevé ou tous les 6 mois ou parfois annuel. Et lorsqu'ils avaient une fuite chez eux, c'était des factures de suite à 3, 4, 5 000 euros. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Et ensuite, tout ce qui est petites actions du quotidien concrètes avec les mousseurs, par exemple, ou d'autres sujets. Et tout ça, ils voient directement l'effet sur la facture d'eau. C'est-à-dire qu'ils ont une facture d'eau qui baisse. Bon, aujourd'hui, avec la tarification éco-progressive, on a 60 à 70% des ménages du territoire qui a eu sa facture d'eau qui a baissé du fait du tarif. C'est-à-dire que leur facture a baissé parce qu'ils payent moins cher finalement l'eau, parce que les premiers mètres cubes sont moins chers et qu'ils consomment moins. Et bien évidemment, ceux qui sont au-dessus, je dirais, de la moyenne, eux payent bien plus. Mais ça, c'est quelque part la carotte et le bâton, quoi, hein. On le dira comme ça, mais c'est un peu cette politique-là que l'on a mise en place pour faire prendre conscience à notre population que l'eau, elle est importante, quoi. Mais après, on n'a pas d'action, je dirais, de récompense, on dira, au sens réel du terme, sur nos concitoyens. Merci, ok. Alors, je t'ai un peu interrompu, Régis, dans ta présentation, mais bon, je pense que c'était bien que... Je voulais conclure, moi, par rapport à tout ça, c'est qu'à un certain moment, il faudra faire des choix politiques sur nos intercos. Mhm. Et ces choix politiques, ils demanderont du courage parce que, à un certain moment, bon, les budgets n'étant pas extensibles, bien, les choix politiques que nous ferons, euh, ces choix engageront le territoire vers, je dirais, une vertu écologique ou pas.
et donc où on préfère faire de la voirie, par exemple, ou on préfère travailler sur, sur la résilience au niveau, que ce soit au niveau de l'eau, au niveau des déchets, etc., etc. Donc aujourd'hui, on aura des choix politiques qui seront importants à faire dans l'avenir. Moi, je pense aux déchets, par exemple, où les déchets aujourd'hui, au moins, je sais que dans les territoires du Sud, on ne se pose pas trop de questions par rapport aux déchets. Il n'y a pas trop de, je dirais, de stratégie vis-à-vis de la diminution du tonnage, etc. Alors que c'est essentiel que, un, doit diminuer le tonnage des déchets qui sont produits, et deux, essayer de trouver des process qui nous permettent, avec nos déchets, de créer de l'énergie et de créer des énergies nouvelles, comme par exemple la pyrogazéification qui permet, avec les déchets, de créer ou de gaz ou de l'électricité verte qui vient abonder quelque part nos budgets. Nous, par exemple, à Carcassonne, on a à la station d'épuration de Carcassonne, sur laquelle toute la première couronne, il y a au moins 15 ou 20 communes qui sont connectées à la station d'épuration de Carcassonne. Aujourd'hui, on a mis un méthaniseur, et ce méthaniseur produit du gaz qui nous fait à peu près entre 800 et 900 000 euros de recettes par an, ce qui vient bien sûr abonder le budget. Donc avec les bouts de la station, qui étaient des déchets dont on ne savait quoi faire, et aujourd'hui, eh bien, on produit de l'énergie et c'est beaucoup plus vertueux. Et le digestat qui reste, eh bien, ça sert aux agriculteurs pour amender leurs parcelles. Donc ça diminue aussi les intrants sur les parcelles. Donc voilà, c'est des exemples de ce type-là. Bon, alors, l'investissement, c'est 10 millions d'euros. Alors, et voilà, c'est un choix. On a fait le choix de mettre l'argent là au lieu de le mettre ailleurs. Mais c'est un choix qui, aujourd'hui, nous permet d'avoir une conduite un peu vertueuse vis-à-vis des bouts de stations d'épuration. On a une autre question pour toi, Régis, là, d'une élue angevine, hein, et tu sais à combien l'Anjou compte pour moi, donc une élue de Madame Boussemonde. C'est à vous si vous voulez poser votre question. Alors, votre micro n'est pas ouvert. Sinon, Voilà. Bonjour. Je souhaite revenir sur la question de l'eau où je comprends la nécessité de la performance, mais comment vous pouvez garantir la qualité et améliorer la qualité de l'eau pour vos concitoyens? Alors, comment je peux le faire? C'est tout simplement en faisant des investissements sur le traitement. Alors, par exemple, aujourd'hui, vous avez deux types de polluants dans l'eau. Par exemple, les CVM, qui sont des polluants issus des canalisations en PVC qui ont été posées avant 1980, qui se dégradent, qui produisent des microparticules qui, dans les réseaux, peuvent engendrer des problèmes sur la santé humaine. Donc là-dessus, il y a deux recettes. C'est un, il faut faire des purges régulières du réseau pour enlever toutes les particules, et deux, rapidement renouveler et refaire le réseau avec des canalisations neuves. Donc ça, c'est de l'investissement à réaliser. Bon, nous, sur notre territoire, on a la chance, on n'en a pas énormément, hein. Ce qu'on doit faire, c'est à peu près 3% du réseau total du territoire que l'on doit changer, hein. Donc, c'est pas énorme, mais on l'a programmé, et l'agence de l'eau nous suit là-dessus. Et donc, on a 60% de subvention de l'agence de l'eau pour justement changer les réseaux qui sont concernés par ça. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est les nouveaux polluants. Alors, les nouveaux polluants, aujourd'hui, c'est tout ce qui sort de l'industrie pharmaceutique, cosmétique, etc. Où là, on a un combat à mener parce qu'aujourd'hui, moi, je suis désolé, mais ma position politique, et je sais que Jean a cette même position-là, c'est qu'à un moment donné, les pollueurs doivent être les payeurs. Et ce n'est pas aux usagers de l'eau potable de payer quelque part la dépollution qui provient de l'industrie pharmaceutique ou cosmétique, ou etc. Et donc là, ce combat, il nous concerne pour qu'on fasse suffisamment de lobbying et de pression sur nos parlementaires, puisque pour que enfin nos parlementaires
prennent conscience que, bien qu'à un certain moment, ces industries qui font quand même des marges assez importantes en matière de bénéfices puissent participer à la dépollution de notre eau, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a des polluants qui sont presque éternels. Et donc, on a cette industrie qui d'un côté, devrait participer, et puis parallèlement à ça, on a aussi l'agriculture qui, aujourd'hui, même si l'agriculture se transforme, même si on a une véritable prise de conscience, et moi, je le vois avec les agriculteurs de chez moi, de modifier les pratiques, etc. On a encore des soucis dans nos captages et dans l'eau que l'on distribue, de présence de pesticides qui ne sont pas forcément actuels, mais qui datent d'un certain nombre d'années, qui ont été présents dans nos sols et qui se retrouvent dans nos nappes phréatiques depuis un certain nombre d'années. Et donc là aussi, on doit, par exemple, sur nos captages, avoir la possibilité de les protéger beaucoup plus, beaucoup mieux. Et il y a par exemple quelque chose de facile à faire, c'est nous donner la possibilité de préempter les terres qui se trouvent autour des captages pour que les collectivités puissent acquérir ces terres, quitte à installer des agriculteurs dessus, mais des agriculteurs bio, pour protéger les captages tout en laissant ces terres à l'agriculture. Donc, voilà, on a des stratégies à mettre en place. Il y a des lois à faire évoluer et à changer, mais le combat ne fait que commencer, je dirais. On est d'accord là-dessus, Régis. On va malheureusement terminer sur une note qui est un peu pas facile, parce qu'effectivement, il y a un combat. Il y a un combat aussi sur le financement, parce que c'était le cœur du sujet. Le fait que, par exemple, les agences de bassin qui sont financées par les contributions, principalement des redevables qui sont dans nos territoires et auxquels nous faisons office de transfert, finalement, se voient prélever pour le budget de l'État qui est en déficit des financements qui ne viennent plus dans nos collectivités. Je crois que vous allez avoir à traiter, chers collègues, et à vous, mesdames, messieurs, les agents qui accompagnent les élus, ces questions-là, parce qu'effectivement, le lobbying va continuer à le faire. C'est un peu le rôle d'Intercommunalité de France, en plus d'être un réseau coopératif entre ses membres, d'avoir cette formation de ressources régulières. Comme on s'était donné une heure précise, on va la tenir, parce que c'est une question à la fois technique, mais aussi de responsabilité sur le timing. Moi, je voulais vous remercier tous de votre participation, de votre contribution. Vous donnez d'ores et déjà, quels que soient vos traités, il faut faire un passage par Dunkerque. Je ne fais pas de la pub pour le tourisme dunkerquois, mais au moins en octobre. Voilà, donc ne pas rater, venez à Dunkerque, tous ces sujets-là, vous pourrez les mettre sur la table. Et puis on aura sans doute, Carole confirmera, l'occasion de vous faire des propositions de faire fonctionner encore notre commission des transitions, sur lequel la question de l'eau sera encore un sujet. La question de l'habitat qu'a traité Marie-Claude, ce sera peut-être une autre commission, enfin c'est les nouveaux élus d'Interco de France qui vont s'organiser, mais il y a des sujets qui vont rester vraiment au cœur de notre mandat. Et je voulais vous remercier les uns et les autres de votre participation et de votre souci de faire durer l'action intercommunale. Voilà, il me revient de vous souhaiter une bonne fin de semaine, de bien profiter de ce qui se fait en début d'été, c'est-à-dire la fête, profitez-en bien. Et puis tous une petite bougie pour le ciel pour qu'il y ait un peu plus de pluie. Voilà. À bientôt à tous. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.